Alors, quelle est la situation en France au moment où commence la Seconde Guerre mondiale? Dans les musées français, et particulièrement à Paris, au Louvre, la situation va être très claire. Il faut protéger les œuvres. Protéger les œuvres qui sont dans le musée et protéger aussi les œuvres qui ont été confiées au musée. Beaucoup de collectionneurs, juifs en particulier, ont confié au Louvre leurs œuvres, pensant ainsi les protéger. À partir de septembre 1939, on va commencer à mettre en caisse les œuvres. C'est un des rares musées français à avoir prévu cela. A l'inverse, le ministère des Affaires étrangères n'a strictement rien fait pour protéger ses archives. Voilà ce que cela donne. Grande galerie du Louvre, où restent simplement quelques cadres qu'on n'a pas pu emmener aussi, mais qui est totalement vidée. Voici cette mise en caisse aussi, avec un codage pour identifier ce qui se trouve à l'intérieur. Et la très, très belle petite statue en marbre de Carpeaux, représentant le prince impérial, le fils de Napoléon III, avec son chien. L'œuvre qui était à l'époque au Louvre se trouve maintenant au musée d'Orsay. Mais bien sûr, il y a une œuvre aussi, il y a des œuvres qui posent problème. D'abord, parce que pour en déplacer certaines, déplacer la victoire de Samothrace, c'est extrêmement compliqué. Tout le monde participe dans le musée. Les conservateurs, ceux qui habituellement participent aux soins des œuvres, mais également tous les services techniques, administratifs, tout le monde est réquisitionné pour mettre en caisse le maximum d'œuvres. Là, vous avez un certain nombre de la collection du département égyptien qui est là, et des Grecs aussi, avec la victoire de Samothrace, dont on aura l'occasion de reparler. Mais il y a une œuvre en particulier qu'il faut manipuler avec précaution, bien sûr, c'est la Joconde, Mona Lisa, qui est la seule à bénéficier des 3 points rouges. Le directeur du musée du Louvre avait mis en place un système, en fait, pour identifier ce qui était à l'intérieur, sans qu'il y ait quelque chose d'inscrit sur la caisse, en fait. Et en fonction de l'importance de l'œuvre, il y avait 1, 2 ou 3 points rouges. Il y a un seul système à 3 points rouges, c'est la Joconde. Alors, on met en caisse, et ensuite on va déménager les œuvres. On va les déménager, et c'est le travail de Jacques Jaujard. Jacques Jaujard, qui est le directeur des musées de France, c'est lui qui a fait mettre en caisse, et c'est lui qui va procéder à l'évacuation. Alors, imaginez, vider le musée du Louvre. Comment on fait? D'abord, il faut trouver les camions. Nous sommes en guerre. Beaucoup des camions ont été réquisitionnés. Il y a un problème de manque d'essence aussi. Et puis, on a des tableaux qui sont immenses. Et on ne peut pas les rouler. On ne peut pas alors les plier, je ne parle pas, mais on ne peut même pas les rouler. Les seuls camions qui peuvent transporter cela, ce sont ceux de la Comédie Française. Tout simplement parce que ce sont des camions qui transportaient les décors du théâtre de la Comédie Française. Sauf qu'ils n'en ont que 5 à 8 disponibles. Et le radeau de la Méduse, qui est justement un des très grandes dimensions, doit être précédé d'une personne à pied qui soulève avec une pique les fils électriques. Parce que sinon, ça ne passe pas. Et évidemment, ça n'a pas passé, et à Versailles, ça a provoqué un court-circuit dans une partie de la ville. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle pouvaient se déplacer aussi ces camions. On évacue en même temps, donc, comme je le disais tout à l'heure, les parties des collections juives qui avaient été confiées au Louvre. Celles-ci seront confisquées par la suite. Mais Jacques Jaujard a fait un travail absolument remarquable. Alors, les œuvres vont être déplacées. Elles vont être déplacées, vous voyez, d'abord dans un rayon proche, essentiellement les châteaux de la Loire.
Parce que Chambord, par exemple, c'est grand et c'est vide. Chambord a très peu de mobilier. À l'époque de François Ier, la cour se déplaçait avec ses meubles, et donc le château il était vide le reste du temps aussi. Alors, Cheverny, Chambord, et puis un petit peu d'autres châteaux donc, sont mis à contribution pour recevoir les œuvres. Et puis, la rapidité de l'avancée des troupes nazies va faire qu'on est trop près. Donc, il va falloir les redéplacer. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes qui se posent. La victoire de Samothrace ne passe pas la porte du château de Cheverny où elle devait aller. Trop grande. Donc on l'envoie à Valençay chez le prince de Talleyrand. Enfin chez le duc de Talleyrand d'ailleurs, en l'occurrence, le duc de Talleyrand-Périgord. Où elle va rester pendant toute la durée de la guerre aussi. Donc il y a des évacuations multiples. La Joconde va beaucoup bouger. Chambord, Louvigny, l'abbaye de Lobdieu dans l'Aveyron, Montauban, et elle va finir au château de Montal, qui est dans la zone autour de Montauban aussi. Il faut lire ce que raconte Frédéric Hébrard, qui était la fille du conservateur du musée, André Chanson, et qui vivait avec la Joconde dans sa chambre aussi. Donc, petite fille, elle se souvenait de cela, cette évacuation un peu folle aussi. Donc, les œuvres françaises, dans leur grande majorité, ne vont pas avoir de problème. Quand je parle des œuvres françaises, je parle des œuvres relevant des collections nationales. Il y a quelques cas, effectivement, où certaines vont avoir des tentatives de spoliation. C'est le cas d'une dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais on pourrait en parler beaucoup, c'est la tapisserie de Bayeux, aussi. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Il faudrait plus de temps. On va donc voir maintenant comment va se dérouler ce mécanisme de la spoliation. Pourquoi, comment et quelle destination. Et la première destination, c'est un musée qui n'existe pas. C'est le musée qui était prévu pour être construit à Linz, en Autriche, et qu'on appelle donc le Führermuseum, le musée du Führer. C'est ce musée que Hitler a voulu construire à côté de sa ville natale. Hitler n'est pas allemand, hein, il est autrichien de naissance, hein, et à côté, il est originaire d'une petite ville à côté de Linz, et il voulait construire à Linz un très très grand musée pour lequel il voulait utiliser les fonds provenant des ventes de son ouvrage de référence, Mein Kampf, et de tous les timbres vendus à travers l'Allemagne, qui était forcément donc à son effigie. Voilà le premier projet réalisé par l'architecte favori de Hitler, celui qui avait construit la chancellerie du Reich, Albert Speer. C'est le premier projet pour le musée de Linz, projet qui ne va pas totalement satisfaire Hitler, qui va s'impliquer lui-même dans la réalisation de ce musée. Tel que c'était prévu, et tel que les œuvres ont été rassemblées d'ailleurs, en 1945, il y a plus de 50 000 œuvres en provenance de toute l'Europe, y compris des musées allemands d'ailleurs aussi, qui devaient être rassemblés dans ce Führermuseum. Alors voilà à quoi il devait ressembler, d'après cette fois-ci les dessins de Hitler. On est toujours dans cette architecture un petit peu comme celle de la chancellerie du Reich que vous avez vu tout à l'heure, l'architecture immense, assez grandiloquente aussi. On voit d'ailleurs sur cette photo qui est aux États-Unis dans la collection Lindsay, Hitler en train de travailler sur les plans du musée. Mais en fait, ce n'est pas qu'un musée qui devait être réalisé, mais c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que Hitler avait repensé tout le centre-ville de Linz, avec le musée en lui-même, mais toute une série de bâtiments autour, à vocation culturelle, essentiellement. Et donc là, on voit Hitler devant
la grande maquette qui a été faite, ça n'a jamais été plus loin que le niveau de du dessin et de la maquette. Il n'y a absolument rien qui a été construit. La guerre étant passée par là, il y avait autre chose à faire. Et donc voilà une des premières destinations pour les œuvres, c'est ce musée. Et dans les prélèvements qui sont faits dans les musées européens, Hitler choisit en premier. Toujours. Pas de lui-même, mais il y a toute une série de personnes qui vont dans les musées faire leur choix. Et on présente au Führer ce qui va lui plaire. Et on le présente sous la forme d'albums qui lui sont offerts régulièrement entre 1940 et 1944. On va offrir à Hitler des albums dans lesquels sont photographiés et décrits les œuvres qui figureront ensuite dans son musée. On en a donc 18 qui ont été retrouvés dans son bureau du Nid d'Aigle de Berchtesgaden et un dans la maison à côté de Berchtesgaden aussi de son secrétaire Martin Bormann. Pour l'instant, ils sont conservés en partie en Allemagne, en partie aux États-Unis. Il en manque 11 actuellement. Voilà la forme que ça prenait. Donc, Gemälde Galerie Linz, donc galerie de peinture Linz, en l'occurrence, avec les photos à l'intérieur. Alors, bon, les photos ne sont pas d'une qualité extraordinaire, surtout elles ont assez mal vieilli aussi. Mais on en cherche encore 11, n'est-ce pas? Et donc, les États-Unis offrent $1000 par album aussi. Et c'est pas impossible de les voir ressurgir en fait, parce qu'il y en a déjà un ou deux qui sont réapparus comme ça. Tout simplement parce que ça s'écoute assez facilement, parce que lors de l'arrivée en Bavière, au Berchtesgaden, ce sont les troupes françaises qui sont arrivées en premier et les troupes américaines derrière. Et beaucoup de soldats ont rapporté des souvenirs. Donc pourquoi pas en retrouver d'autres. C'est toujours intéressant parce que ça permet d'étudier véritablement comment ont été faits les choix aussi, et peut-être aussi d'identifier un certain nombre d'œuvres encore. La deuxième direction, c'est la collection Göring. Hermann Göring est le numéro 2 du Reich depuis les débuts, en fait, même si au fur et à mesure, et surtout après 1940 et l'échec de l'attaque sur l'Angleterre, il va perdre beaucoup de son prestige parce que c'est un aviateur. Hermann Göring, c'est un des héros allemands de la Première Guerre mondiale pour l'aviation, et il va beaucoup perdre de son prestige avec les échecs de la bataille d'Angleterre. Mais il tient toujours une position extrêmement importante dans la hiérarchie nazie. La collection Göring se trouve dans sa propriété, qui est Carinal. Carinal, qui est une très très grande maison, un très grand domaine, dans la forêt, 60 km environ au nord-est de Berlin, donc c'est pas très loin actuellement de la frontière polonaise. C'est une maison qui a été agrandie au fur et à mesure depuis 1933 à peu près, jusqu'à la fin de la guerre. Elle a été complètement agrandie aussi, et décorée, alors dans un style qui est assez étonnant, de pavillon de chasse. Et on voit très fréquemment aussi Göring en portant la tenue de grand veneur du Reich, qui était un de ses titres aussi. Ce qui explique la présence de ce grand cerf en bronze qui orne la cour de Carinal, enfin une des cours de Carinal. La maison porte le nom, Karine, de sa première femme, qui était une baronne suédoise, qui est enterrée ici, d'ailleurs, enfin qui était enterrée ici. Ça, c'est l'état actuel. C'est ce qui reste. C'est-à-dire les deux piliers de l'entrée, le portail d'entrée. En début de l'année 1945, Göring a fait évacuer sa collection à destination de la Bavière, dans les zones de Berchtesgaden, tout à fait au sud de l'Allemagne, et en particulier dans la mine de Altaussee,
qui est une mine de sel. Et si on va évacuer beaucoup d'œuvres vers les mines de sel, c'est parce que le sel empêche l'humidité d'attaquer les tableaux, dont une partie sont sur un support bois aussi. Donc c'est très protecteur. Et en même temps, ils sont à l'abri des bombardements aussi. Deuxième élément. Et donc, après avoir fait transférer sa collection à travers une Allemagne qui est 1945, les troupes soviétiques sont très très proches de Carinal quand Göring fait dynamiter la totalité de la maison. Il fait évacuer la tombe de sa première épouse et dynamiter la maison, évacuer les œuvres. Mais comme Göring recevait énormément, on a quand même un certain nombre de photos qui montrent l'intérieur de Carinal, qui est grandiose ici. Ça, c'est la grande salle de réception, avec au mur des tapisseries 17e, spoliées à la famille Rothschild, la branche française d'ailleurs des Rothschild ici. Göring est très éclectique dans ses goûts artistiques, il ne craint pas parfois d'avoir un certain nombre d'œuvres des avant-gardes, ce qui est assez étonnant, mais c'est le cas aussi. Pour aider Göring à choisir ses œuvres, il y a Bruno Lose. Bruno Lose est un historien de l'art, un spécialiste du XVIIe siècle, justement. Il a été conservateur de musées en Allemagne. Il va prélever dans tous les musées et chez les collectionneurs privés également tout ce qui peut convenir à Göring, tout ce qui colle avec l'esthétique nazie aussi. Et voilà, vous avez à gauche Göring, à droite Bruno Lose. La photo a été prise à Paris, au musée du Jeu de Paume, enfin ce qui n'était pas encore le musée du Jeu de Paume d'ailleurs, lors d'une des visites de Göring à Paris. Il en a fait 26, spécifiquement pour venir choisir des œuvres aussi, que Lose est en train de lui présenter d'ailleurs, sur catalogue, là aussi. Le Jeu de Paume est l'endroit à Paris où on va stocker l'ensemble des œuvres qui ont été confisquées à des particuliers. C'est tous les grands conservateurs, tous les grands collectionneurs français qui voient leurs œuvres, et particulièrement les collectionneurs juifs évidemment, qui voient leurs œuvres regroupées ici au musée du Jeu de Paume, enfin au Jeu de Paume. La chance que nous avons, c'est que cette collection Göring, comme on a pour les albums du Führer, les indications, on a aussi un inventaire de la collection Göring qui est assez précis parce que les œuvres sont numérotées aussi, avec une description. Alors vous voyez sous le doigt de la personne Fragonard, c'est très, très facile à lire. Juste en dessous, c'est un Joshua Reynolds, un des grands peintres anglais du XVIIIe siècle aussi. Et on a à côté une petite description de l'œuvre aussi. Donc vous voyez, Fragonard, Mädchen mit einer chinesischen Statuette, donc des jeunes filles avec une petite statuette chinoise aussi. On a les dimensions et on a une estimation du prix payé. Il ne faut pas... Et parfois, on a l'origine de la spoliation, et si vous regardez, effectivement, vous voyez que ça apparaît encore Rothschild à côté aussi. Mais ça n'est pas toujours facile, parce que si je prends l'exemple du tableau de Reynolds, Damen Bildnis, portrait de dame, les portraits de dames en peinture, vous en avez des centaines. Donc c'est pas toujours très facile d'identifier. Alors ça vient de la collection Zellingmann aussi, ça a été payé 12 000 marques en l'occurrence, mais bon, c'est pas le prix qui est indiqué n'est pas le prix en général qui a été payé, c'est un prix fictif.